Bonjour. Bienvenue dans la première partie des secrets de l'eau. Dans cette première partie, je vais parler au niveau de l'eau formatée. Pour cela, il suffit simplement d'informer l'eau d'une intention appropriée, d'amplifier cette intention en y mettant votre empreinte magnétique sous forme d'écriture et de la poser sur le récipient d'eau, de la structurer au moyen d'un vortex, de la magnétiser avec des aimants à pôle inversé, de l'encoder avec un instrument émettant une fréquence ondulatoire et pour finir, de l'énergiser dans une pyramide afin qu'elle devienne une eau formatée. Maintenant, entrons dans le monde fantastique de l'eau qui est source de vie. Notre univers est composé d'une énergie que nous appelons l'éther. Nous baignons dans cette énergie que nous identifions scientifiquement comme étant de l'hydrogène gazeux. C'est dans ces particules d'hydrogène, donc de l'éther, où réside l'information de l'univers. L'hydrogène se retrouve sous 4 états. Au niveau solide, on peut voir l'hydrogène, le toucher et le contenir dans nos mains. C'est de la glace. Au niveau liquide, on peut voir l'hydrogène et le toucher, mais nous ne pouvons pas le tenir dans nos mains. Il glisse entre nos doigts. C'est de l'eau. Au niveau vaporeux, on peut voir l'hydrogène, mais on ne peut pas le toucher, c'est-à-dire le sentir avec nos doigts, et encore moins le contenir dans nos mains. C'est du brouillard. Au niveau gazeux, on ne peut pas voir l'hydrogène, ni le toucher, et ni le contenir dans nos mains. C'est du gaz. Ce que je veux dire, peu importe l'état de l'hydrogène, nous sommes faits de ces particules d'hydrogène sous forme d'eau et nous faisons partie de l'univers composé d'hydrogène sous forme de gaz. Nous sommes dans l'univers et l'univers est en nous. Bien représenté par l'éponge qui est à la fois le contenu et le contenant de l'eau. En sachant que les particules d'hydrogène contiennent de l'information, nous pouvons dire que nous sommes faits en quelque sorte d'information. Lorsqu'on parle de l'eau, on parle d'information. L'un ne va pas sans l'autre, car l'eau est le principal contenant de l'information qui est véhiculée dans nos cellules. Mais il y a d'autres véhicules qui sont employés pour transmettre cette information. Les médias de masse, les médias alternatifs et tout ce qui est de près ou de loin servant de diffusion d'informations. Cela inclut ce que vous pouvez même entendre dans votre tête par le biais d'entités astrales. Ce processus est très mal connu encore aujourd'hui. Ce que vous devez savoir, c'est que vous-même vous êtes fait d'informations, que tout ce qui vous entoure est fait d'informations, car la matière n'est que de l'information. En partant de ce principe que tout n'est qu'information, la question qu'il faut se poser est comment pouvons-nous traiter cette information? Surtout en sachant que l'information nous provient de partout. Comment pouvons-nous détecter que cette information est bonne ou mauvaise pour nous? Car l'information que nous recevons par l'entremise des médias contient généralement le vrai et son contraire. Je m'explique. Prenez par exemple les vaccins. Certaines personnes croient dur comme fer, ça c'est une expression québécoise, que les vaccins sont bénéfiques
afin de se protéger contre les virus. Mais ils savent également que ces mêmes vaccins contiennent des produits très néfastes pour la santé. Donc, les vaccins pour ces personnes possèdent le bon et le mauvais à la fois, ce qui engendre pour certaines personnes un dilemme qui peut les conduire à des maladies inconnues jusqu'à présent. Vous souvenez-vous, lorsque vous étiez jeune, c'est-à-dire que pour les personnes d'un certain âge, que certaines maladies étaient inconnues à cette époque. C'est tout simplement que vous n'aviez pas cette information, donc cette maladie ne pouvait pas exister pour vous. Une maladie prend son existence seulement lorsque l'information véhicule cette maladie. Eh bien oui, la maladie n'est pas véhiculée avant que l'information soit véhiculée. Par exemple, à partir d'un supposé certain chercheur obscur qui va trouver un vecteur porteur d'une certaine maladie jusqu'ici inconnue. Par la suite, cette information va être véhiculée par les médias de masse et le tour est joué. Une nouvelle maladie vient de faire son apparition. Cette maladie va enrichir par la suite les laboratoires pharmaceutiques par un nouveau médicament ou un nouveau vaccin en rapport avec cette nouvelle maladie, qui n'est fait à partir que d'une information. Souvenez-vous, l'information va entraîner cette maladie. Ce que je veux dire, que tout débute à partir d'une information, qu'elle soit vraie ou fausse, va avoir un impact sur vous en fonction de l'acceptation ou non de cette information. Une information vraie ou créée de toutes pièces ne fera pas de différence au niveau de votre acceptation et du résultat qui va s'en suivre pour votre santé. Le résultat va dépendre de la manière que vous allez traiter cette information. Si vous décidez que cette information est réelle et qu'elle peut vous faire du bien, eh bien, cette information sera bénéfique pour vous. Par contre, si vous pensez que cette information est vraie, même si au départ elle est fausse, et qu'elle peut nuire à votre santé, que cette information soit vraie ou fausse, tout va dépendre de la manière que vous allez recevoir cette information qui va déterminer les conséquences relatives à votre santé. En sachant que l'eau est le meilleur moyen de communiquer une information à nos cellules par l'intention et, de surcroît, l'eau possède des multiples propriétés, dont celle de mémoire cellulaire. Je vais tenter du mieux que je peux de vous montrer comment travailler avec l'eau. Cela inclut le processus de formatage qui consiste à dynamiser l'eau, à structurer l'eau, à magnétiser l'eau, à énergiser l'eau, à encoder l'eau et pour finir, à informer l'eau pour avoir une eau formatée selon nos besoins. Comme vous pouvez voir, ça ne suffit pas seulement d'agiter l'eau un peu et ça y est, j'ai une eau conforme à mes besoins. Bien sûr, maintenant dans le monde Bienvenue maintenant dans le monde fantastique de l'eau au niveau physique et métaphysique. Comme je disais tout à l'heure au sujet de la communication d'une information, qu'elle soit vraie ou fausse, eh bien cette information va avoir un effet sur votre corps, sur votre matière atomique. Pourquoi? C'est tout simplement parce que nous sommes faits de 80 à 85 % d'eau et comme je viens de vous dire, l'eau est non seulement porteur d'informations, mais elle retient aussi les mémoires de cette information-là au niveau cellulaire.
Maintenant, je vais parler de l'eau douce versus eau saline. Je vous ai parlé que le corps humain est composé d'environ 80% d'eau salée. Posez-vous la question. Pourquoi la société bien pensante veut que vous ingurgitiez autant d'eau douce? N'oubliez pas que le corps est obligé de faire un processus d'électrolyse pour rééquilibrer le pourcentage salin du fluide corporel. Mais pourquoi le niveau salin de l'organisme est-il si important? Pour la bonne raison que notre matière possède un corps électromagnétique et que l'ensemble du liquide qui se trouve à l'intérieur de nous, c'est-à-dire environ 80% de ce qui nous compose, est salin. Pour preuve, les larmes sont salines, le sang est salé, la sueur est saline, notre salive est saline, le cytoplasme, c'est-à-dire le liquide contenu dans nos cellules où baigne l'ADN, est salin. Le reste, c'est bref, tout le liquide de notre organisme est salin. Bref, l'ensemble du liquide que nous possédons à l'intérieur de nous possède un certain pourcentage de sel. Quelle est la relation entre la composition de notre liquide salin et le magnétisme? C'est que le sel, ou le sodium, est un très bon conducteur pour l'énergie magnétique et permet d'avoir une bonne communication entre notre matière atomique et notre corps électromagnétique. Qui dit électrolyse, dit électricité, et qui dit magnétique, dit électricité également. C'est le corps électromagnétique qui produit l'électrolyse pour salifier le liquide corporel. Plus vous vous abreuvez d'eau douce, plus le corps électromagnétique est obligé de faire le processus de l'électrolyse pour salifier le liquide corporel. Plus vous abreuvez d'eau douce, plus le corps électromagnétique est obligé de faire le processus de l'électrolyse. Plus le niveau énergétique du corps électromagnétique faiblit, plus le corps électromagnétique vieillit, l'entraînant même vers la mort, car se détachant de la matière atomique qui est à caractère holographique. Donc, notre matière atomique, c'est tout simplement un hologramme qui est densifié. Le corps électromagnétique est rattaché à la matière holographique par le système nerveux qui est le circuit électrique de la matière atomique. Lorsque le corps électromagnétique se détache du système nerveux par affaiblissement énergétique, la matière atomique dépérit peu à peu et ce phénomène, nous l'appelons quoi? Le vieillissement. Si on parle d'électrolyse, on parle d'un courant électrique qui passe dans des électrodes submergées dans l'eau. Par exemple, on fait de l'argent colloïdal en passant un courant électrique dans des électrodes d'argent qui sont submergées dans l'eau. Pour l'électrolyse du fluide liquide de la matière atomique, le processus est le même. Le corps physique électromagnétique produit le courant, les nerfs du système nerveux font office d'électrodes et le fluide liquide est l'eau que nous devons rendre saline. Qu'arrive-t-il lorsque ces électrodes sont trop sollicitées? Eh bien, elles deviennent de plus en plus petites et du fait même de plus en plus fragiles. C'est la même chose qui se produit avec notre système nerveux et c'est ça que veulent justement les maîtres du monde, affaiblir le système nerveux, donc la matière atomique de l'humain, pour qu'il devienne malade et ainsi se diriger vers une mort programmée.
Le processus d'électrolyse est très important pour la santé, autant pour le corps électromagnétique que pour la matière atomique, car c'est ce processus qui permet le bon fonctionnement de tous les organes du corps humain. N'oubliez pas que nous faisons partie d'un univers local qui est de nature électromagnétique ayant une structure fractale. Que ce soit notre corps électromagnétique ou notre matière atomique, les deux sont composés de lumière qui est à la base de l'hologramme qui constitue tout notre être. Qui dit hologramme dit lumière. Qui dit lumière dit électricité. Qui dit électricité dit électrone. Qui dit électrone dit électrolyse. Et qui dit électrolyse dit électrification d'un liquide pour obtenir une substance colloïdale. En ce qui nous concerne, c'est pour obtenir une substance saline propre au bon fonctionnement de la matière atomique. Donc, pour aider le processus d'électrolyse, ajoutez dans votre eau un apport très léger de sel de mer. Aucun sel raffiné, cela aidera à votre système de travailler moins fort. Donc, il s'agit tout simplement d'ajouter légèrement du sel, surtout, comme je viens de le dire, du sel marin, du sel rose aussi, himalayen. Et ainsi, vous allez salifier légèrement votre eau douce et votre système va demander moins d'efforts pour cette électrolyse-là de l'eau douce en l'eau saline. Maintenant, je vais parler de l'eau au niveau du mental inférieur. On parle souvent de l'eau comme indispensable à la vie. Plusieurs personnes savent la composition chimique de l'eau qui est H2O, c'est-à-dire 2 particules d'hydrogène pour une particule d'oxygène. Si on change cette composition chimique, on obtient les 4 états de l'eau, solide, liquide, vaporeux ou gazeux. Mais peu importe son état, la structure initiale première est toujours l'hydrogène. Donc, on doit porter son attention sur la molécule d'hydrogène qui est à la base de la vie sur Terre. N'oublions pas qu'en ésotérisme, la molécule d'hydrogène sous sa forme gazeuse est nommée l'éther. Ce qui est surtout inconnu, ce sont les propriétés de la particule d'hydrogène. Nous utilisons l'hydrogène sous sa forme liquide, c'est-à-dire sous la forme de l'eau, lorsqu'on veut travailler physiquement avec les particules d'hydrogène. Donc, lorsqu'on veut travailler, nous, physiquement, avec la particule d'hydrogène, eh bien, naturellement, on utilise l'eau, qui est la forme liquide de l'hydrogène. N'oublions pas que la surface de la Terre est recouverte d'environ 80% d'eau, que notre corps contient environ 75 à 80% d'eau et que notre univers local est constitué presque exclusivement d'hydrogène gazeux, qui est la principale composition de l'eau. Donc, comme je disais, ne pas oublier que l'univers, sous sa forme gazeuse, c'est l'éther. Donc, en quelque sorte, nous pouvons dire que nous sommes connectés à la Terre et à notre univers par la particule d'hydrogène et du même coup, nous avons accès à toute l'information qui nous entoure. N'oublions pas que notre univers local n'est pas situé aux confins du cosmos, mais que nous pouvons le toucher au bout de nos doigts. Car l'espace qui nous entoure, tout l'espace qui nous entoure, fait partie de cet univers.
Tout le monde sait que l'eau du robinet n'est pas tellement fameuse, que l'eau embouteillée qui reste des semaines inerte et de surcroît dans une bouteille de plastique n'est pas non plus très fameuse. Pour formater l'eau, on doit avoir de l'eau le plus pure possible. Pour ce faire, on prend l'eau du robinet ou embouteillée et on la fait reposer dans un contenant de verre qui est ouvert pour éliminer le chlore qui serait présent dans l'eau. Le chlore s'élimine naturellement par évaporation. Par la suite, on distille l'eau par processus de vapeur, donc avec un distillateur, pour enlever les métaux lourds que pourrait contenir l'eau. Ensuite, on met cette eau dans une fontaine possédant différents minéraux sous forme de roches, de pierres et de cristaux pour la reminéraliser. Après, nous pouvons commencer le processus de formatage qui consiste à dynamiser l'eau, à structurer l'eau, à magnétiser l'eau, à énergiser l'eau, à informer l'eau et pour finir à encoder l'eau pour avoir une eau formatée selon nos besoins. C'est comme le formatage d'un disque dur. Pour formater, on formate un disque dur et ensuite on y met les logiciels qu'on veut entrer dans ce disque dur-là. Maintenant, je vais parler de l'eau au niveau du mental supérieur. Comme vous savez, je parle toujours au niveau du mental soit supérieur. Là, je viens de parler au niveau inférieur. Donc, je vais parler au niveau supérieur et plus tard au niveau supra et après au niveau suprême. Donc, maintenant, c'est au niveau du mental supérieur. Ce n'est pas en brassant légèrement la bouteille avant de boire l'eau qu'on va lui redonner sa structure initiale. Cela contribue un peu à la dynamiser et c'est tout. Il faut faire une différence entre restructurer l'eau et la dynamiser. On dynamise l'eau en agitant son contenant. On restructure l'eau en créant un vortex à l'intérieur de ce contenant renfermant l'eau. Seulement agiter l'eau ne permet pas de la structurer. Vous allez simplement la dynamiser, ce qui n'est pas la même chose. Il faut redonner à l'eau son état originel, comme dans la nature, et pour cela, il faut créer un vortex dans l'eau. On structure l'eau en lui donnant un mouvement dynamisant et ondulatoire. Lorsque l'eau est sans mouvement pendant un laps de temps plus ou moins long, l'eau perd toute sa structure et devient inerte. Ou si vous aimez mieux, l'eau devient sans vie. Pour lui redonner vie, on utilise habituellement un dynamiseur. On peut également dynamiser l'eau en l'agitant dans un contenant quelconque, mais le mieux pour redonner la vitalité à l'eau est de former un vortex qui va, en plus d'effacer les mémoires nocives, va lui donner un mouvement ondulatoire. Ce mouvement ondulatoire va reproduire l'écoulement naturel d'une rivière, d'une source ou de tout type de cours d'eau que vous retrouvez dans la nature. Pour ma part, j'utilise une fontaine à vortex d'eau et une cruche à vortex d'eau. Vous pouvez fabriquer une fontaine à vortex d'eau avec un récipient en verre et une pompe pour créer un mouvement qui va dynamiser l'eau et va créer un vortex. Vous pouvez également modifier un mélangeur, c'est-à-dire un mixeur, qui va dynamiser l'eau en plus de créer un vortex. Le but est de pouvoir agiter l'eau pour la dynamiser et de créer un vortex
pour effacer les mémoires contenues sous forme d'empreintes dans les molécules d'hydrogène. Il ne faut pas oublier qu'un vortex détache des électrons dans l'eau, car le vortex est en quelque sorte un extracteur d'énergie très puissant. Un vortex commence à tourbillonner lentement et la vitesse devient hyperbolique quand le tourbillon arrive au bout du cône. La science sait maintenant qu'il se passe au bout de ce cône une distorsion de l'espace-temps, occasionnée par la vitesse du vortex, ce qui produit l'apparition d'électrons. La science présentement ne sait pas d'où proviennent ces électrons. La seule chose que la science actuelle sait, c'est que ces électrons n'appartiennent pas à notre espace-temps. Et ça, c'est la science qui le dit, là. Les chercheurs scientifiques qui ont étudié les vortex d'eau. Ces électrons deviennent libres et électrifient l'eau en créant un champ électromagnétique dans l'eau qui a pour effet d'effacer toutes les mémoires nocives contenues dans l'eau. Comme des rapides dans la nature, lorsque ces électrons, par la suite, se propagent dans l'air, au contact de l'oxygène, ils se transforment en ions négatifs qui sont très bénéfiques pour nous. Vous pouvez utiliser une fontaine à vortex d'eau ou une cruche à vortex d'eau. Voici quelques illustrations qui montrent une fontaine à vortex d'eau et un mélangeur, ou si vous aimez mieux, on appelle ça communément ici au Québec, un mixeur. Donc, ce mélangeur, voici, comme vous pouvez voir, j'ai modifié l'agitateur de ce mélangeur afin de pouvoir créer un vortex dans l'eau. Le mélangeur ou mixeur est de bas de gamme à vitesse variable que j'ai payé moins de 35 $ lorsque je l'ai acheté, là, dans une quincaillerie près de chez moi. La fontaine à vortex d'eau est composée d'une pompe pour bassin d'eau et d'un bocal en verre et de tuyaux de grade alimentaire. Le tout m'a coûté environ 150 $ à l'époque avec la mèche diamant pour percer le trou dans le verre afin de relier la fontaine avec la pompe. L'avantage d'une fontaine à vortex d'eau, c'est que le vortex est permanent et que les électrons ainsi produits se dispersent en se transformant au contact de l'hydrogène, au contact de l'oxygène en ions négatifs dans la maison, comme un cours d'eau dans la nature. Vous pouvez également déposer des minéraux dans le fond de la fontaine à vortex d'eau si vous utilisez de l'eau distillée pour alimenter la fontaine à vortex d'eau, ce qui est préférable d'ailleurs. Mon eau est préalablement purifiée par une fontaine qui a un préfiltre en céramique et un filtre à 5 éléments pour enlever les impuretés et les métaux lourds. Donc, pour ceux qui ça pourrait intéresser, la marque de la fontaine que j'ai, c'est Santevia. L'entretien de la fontaine à vortex d'eau se fait à tous les 4 ou 6 mois, dépendant de la qualité de l'eau, car le mouvement de l'eau est continu. L'entretien du mélangeur, ou si vous aimez mieux le mixeur, à vortex d'eau se fait environ à tous les mois, car le mouvement de l'eau est discontinu.
C'est parce qu'avec le mixeur, vous le faites fonctionner uniquement lorsque vous avez besoin de l'eau vortex. Mais rien ne vous empêche de posséder les deux, comme moi, c'est-à-dire mixeur et fontaine. Présentement, il se vend sur Internet des contenants à vortex, petits ou grands, qui permet de former un vortex dans l'eau. Le prix varie entre 80 $ pour les petits et ça va jusqu'à 1000 $ pour les plus grands. J'ai modifié un autre mélangeur, mixeur, là, un peu plus dispendieux. Il m'a coûté environ 225 $. Il est silencieux et produit un magnifique vortex comparable à ceux vendus sur Internet à 1000 $ et plus. Pourquoi créer un vortex dans l'eau? Eh bien, premièrement, c'est seulement un vortex qui va permettre de structurer l'eau. Deuxièmement, le vortex va permettre d'effacer les anciens programmes contenus dans la mémoire de l'eau. Troisièmement, le vortex permet d'effacer l'empreinte des métaux lourds qui ne peut pas être enlevée par filtration ou par distillation, car cette empreinte est imprégnée dans les particules d'hydrogène et ne peut être enlevée qu'au niveau gazeux, ce que ne peut pas faire le distillateur, car son action ne se situe qu'au niveau vaporeux. Le vortex, tant qu'à lui, crée un champ magnétique dans l'eau, va détacher des électrons par son mouvement de rotation et par le fait même, vont devenir des électrons libres, créant un champ électromagnétique dans l'eau. Cela est prouvé aujourd'hui scientifiquement. C'est ce champ électromagnétique qui va effacer l'empreinte des métaux lourds dans les particules d'hydrogène, principales composantes de l'eau. Par la suite, vous pouvez introduire de nouveaux programmes propices à votre évolution. C'est parce que le vortex, lui, en détachant les électrons et l'eau qui est magnétisée, va automatiquement créer un champ électromagnétique dans l'eau et qui va effacer les empreintes de tous ces métaux lourds. Le vortex doit être activé pendant un temps de 40 secondes au minimum afin de structurer et d'effacer les anciens programmes. L'eau doit par la suite reposer 40 minutes au minimum afin que les nouveaux programmes soient reproduits par toutes les molécules d'hydrogène de l'eau. Cela fait partie de la loi du 40. Ça, je vais expliquer plus tard la loi du 40. Maintenant, vous avez une eau structurée. Il y a un programme de base qui ne peut être employé qu'avec de l'eau produite au moyen d'un vortex. Voici le pentagramme qu'il faut utiliser uniquement avec l'utilisation d'une fontaine à vortex d'eau ou d'une cruche à vortex d'eau, car il agit directement sur le vortex. Et ce programme va accompagner votre intention avec amplification. Donc, vous n'avez qu'à faire une capture d'écran et ensuite, vous pouvez la poser avec le pentagramme recto-verso sur votre contenant d'eau, mais uniquement le contenant qui va faire naturellement un vortex. Maintenant, je vais parler de l'eau au niveau du supramental. L'eau que nous retrouvons dans la nature à l'état naturel est magnétisée par le soleil
et le champ magnétique de la Terre. Donc, lorsque nous buvons cette eau, l'eau de source ou l'eau d'un puits artésien, filtrée de manière naturelle par des roches et le gravier, nous buvons une eau magnétisée. Mais il en va autrement avec l'eau que nous retrouvons dans nos maisons qui provient de l'aqueduc municipal ou l'eau embouteillée par les grandes compagnies industrielles. Cette eau est minéralisée, mais certainement pas magnétisée. Pour cause, avec le système de traitement de l'eau utilisé, contenant de métal pour emmagasiner l'eau en usine, produits chimiques pour la rendre soi-disant potable, et tous ces procédés font en sorte de démagnétiser l'eau. Donc, il est préférable de magnétiser l'eau que nous buvons. La meilleure manière de magnétiser l'eau est d'utiliser des aimants, de préférence des aimants conçus pour la magnétothérapie, car plus adaptés pour le corps humain. Lorsque vous exposez l'eau à un champ magnétique de polarité plus et moins, cette eau devient magnétisée. Ainsi, l'eau se magnétise en quelques minutes au contact du champ magnétique des aimants. Par la suite, vous conservez cette eau dans un contenant en vitre, de préférence. C'est presque obligatoirement, là, vous conservez cette eau-là dans un contenant en vitre, car le plastique, c'est pas vraiment adéquat pour conserver sur une longue période de l'eau. Nous pouvons également conserver l'eau à l'intérieur d'une pyramide, de préférence à l'échelle de la pyramide de Khéops, grande ou petite. Ça aidera à conserver la structure de l'eau, car les pyramides sont des accumulatrices d'énergie magnétique. Il est aussi conseillé, avant chaque utilisation, de dynamiser l'eau avec un vortex afin de lui redonner ses propriétés de structuration. Excusez le bafouement. Maintenant, vous avez une eau magnétisée. Maintenant, je vais parler de l'eau au niveau du mental suprême. Encoder l'eau n'est pas la même chose qu'informer l'eau. Excusez. Informer l'eau, c'est lui donner une intention. Encoder l'eau, c'est lui donner une vibration. On sait que l'eau industrielle, qu'elle soit de l'aqueduc municipal ou embouteillée, est encodée avec une vibration très basse en fréquence Hertz. Cela est fait intentionnellement ou non, pour que l'intention ne soit pas supportée par la vibration qui est trop basse. Disons que si l'eau industrielle a une fréquence Hertz, c'est-à-dire une vibration d'environ 500 Hertz, il faut comprendre que ceci est un exemple. Si, par exemple, ça prend pour une intention d'amour une fréquence Hertz de 1000 Hertz ou une intention de santé qui prendrait, par exemple, une fréquence de 3000 Hertz, eh bien, une eau avec une fréquence de 500 Hertz ne pourra pas contenir une intention de 1000 et encore moins une intention de 3000 Hertz, car le code vibratoire émis dans l'eau industrielle, disons par exemple 500 Hertz, devient le contenant de l'information. Et votre intention, qui est 1000 ou 3000 Hertz, par exemple, dans l'eau, devient le contenu.
Il faut que le contenant soit toujours plus haut en vibration que le contenu. Un contenant de 500 millilitres ne peut pas contenir 1 litre d'eau, n'est-ce pas? C'est pour cette raison qu'il est très important d'encoder l'eau soi-même. Pour ce faire, vous pouvez utiliser 2 manières pour encoder l'eau, la lumière ou le son. Pour la première manière, donc la lumière, vous devez utiliser le spectre de lumière produit par un rayonnement laser afin de produire une combinaison de fréquences lumineuses propice à l'augmentation vibratoire de l'eau. Je ne suis pas très familier avec cette méthode et de surcroît, c'est très dispendieux car elle implique l'achat de lasers permettant de produire ce spectre vibratoire lumineux. Pour ma part, j'utilise le son comme véhicule vibratoire. J'ai un ensemble de 19 vaisseaux de cristal, c'est-à-dire des bols de cristal, faits à 99,9% de silice et harmonisés sur la fréquence du 432 Hz, ce qui en fait un instrument vibratoire de très haute qualité. Il ne faut pas oublier que nous sommes constitués d'un alliage de beaucoup de silice et un peu de carbone, et que la composition des vaisseaux de cristal de quartz pur est faite de silice. Chaque vaisseau possède une fréquence Hertz qui peut être retransmise à l'eau sous forme de fréquence vibratoire. C'est l'ondulation de la fréquence Hertz qui se propage dans l'espace, qui va influencer les molécules d'hydrogène contenues dans l'eau. Mais naturellement, vous n'avez pas besoin d'un instrument aussi complet pour encoder l'eau. Il suffit d'un instrument avant, possédant la gamme du 4e octave ou de 3 ou 4 vaisseaux de cristal pour pouvoir programmer un arrangement de notes permettant l'augmentation vibratoire de l'eau. Ne jamais oublier, ne jamais utiliser un appareil électronique ou un instrument de musique comme le piano, par exemple, car ils produisent des notes carrées, c'est-à-dire des notes coupées. Il faut privilégier les instruments qui produisent des sons ondulatoires, comme une flûte de Pan, par exemple. Un bon instrument pour augmenter la vibration de l'eau est un ensemble de diapasons séquencés à 432 Hz, qui est beaucoup moins dispendieux qu'un ensemble de vaisseaux de cristal ou de bols. Il y a aussi des bols tibétains. Mais les bols tibétains sont faits d'un alliage de 7 métaux qui demeurent quand même plus denses que des vaisseaux de cristal comme structure moléculaire. Parce qu'il ne faut pas oublier que les bols tibétains, les vrais bols faits d'un alliage de 7 métaux, c'est quand même assez dispendieux. Il faut savoir aussi que les diapasons vont former une onde circulaire, c'est-à-dire une onde circulaire. Et les vaisseaux de cristal, eux, vont former des ondes spiralées. Lorsque vous possédez votre ensemble de diapasons ou tout autre instrument propice à l'encodage, vous utilisez un arrangement fréquentiel avec l'addition des fréquences Hertz si nécessaire, parce que si vous n'avez pas beaucoup d'instruments. Vous débutez aux alentours de 1000 Hertz
et vous augmentez cette fréquence à tous les mois ou en suivant la loi du 40 pour atteindre la fréquence que vous jugerez le plus appropriée pour vous. Pour information, voici les fréquences Hertz des notes de la 4e octave basées sur la note de référence du La 432 et 440 de la 3e octave en clé de sol. Plusieurs instruments finissent la gamme avec le Do 5e octave, c'est-à-dire qu'ils commencent avec le Do du 4e octave et finissent la gamme avec le Do du 5e octave, qui fait Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et les fréquences Hertz de la 4e octave sont arrondies à l'unité. Je vous mets à l'écran la gamme du 4e octave que j'ai arrondie à l'unité. Eh bien, maintenant, vous avez une eau encodée. Mais que trouvons-nous de si important dans cette molécule d'hydrogène? Eh bien, c'est l'information qu'elle contient et il faut transmettre cette information à l'eau. Tout le monde sait que l'intention est le meilleur moyen de transmettre une information à l'eau. Il suffit simplement d'émettre une intention d'amour, de bonheur, de santé ou toute autre intention que vous voulez que l'eau intègre dans ces molécules d'hydrogène. Pour amplifier ce processus d'imprégnation, vous inscrivez sur un papier, sur les deux côtés de votre papier, votre intention et vous l'encollez à l'aide d'un ruban adhésif transparent sur le récipient qui contient l'eau. Pourquoi sur les deux côtés? Parce que votre écriture que vous apposez sur le papier est votre empreinte électromagnétique qui forme un passage, ou si vous aimez mieux, un vortex, permettant à votre intention de s'imprimer dans les particules d'hydrogène. Cela aura pour effet d'accentuer l'empreinte de votre intention sur la structure d'hydrogène de l'eau. Pourquoi également sur les deux côtés? C'est que nous sommes dans une matrice de représentation, c'est-à-dire dans une matrice à effet miroir. Habituellement, on informe l'eau avec une intention de guérison ou d'amour inconditionnel ou d'une intention particulière qu'on veut transmettre à notre corps par l'entremise de l'eau que nous avons informée. Par la suite, on boit cette eau pour acheminer cette information à notre corps, donc à nos cellules. Maintenant, vous avez une eau informée. Et votre intention doit être écrite à la main pour que votre empreinte énergétique et électromagnétique soit imprégnée dans cette intention pour qu'elle puisse être véhiculée à l'intérieur, naturellement, des molécules d'hydrogène que contient l'eau. Donc, voilà, c'est la fin de la première partie des secrets de l'eau. Dans la deuxième partie, il sera question de l'eau au niveau métaphysique, de la régénération cellulaire et de bien d'autres choses naturellement. Et je vais parler aussi de la différence qu'il y a entre la loi du 40 et la loi du 7 ans. Présentement, on est sous la loi du 7 ans. Donc,
À 7 ans, l'être humain, l'enfant, devient... c'est la loi qui devient la loi du 7 ans, la loi du 14 ans, pas la loi du 14 ans, mais à 14 ans, à tous les 7 ans, nous changeons de processus pour en arriver jusqu'à la fin. Mais à tous les 7 ans, il y a un changement de processus. Car au niveau de la science, on dit souvent que toutes les cellules de notre corps sont complètement changées après 7 ans. Donc, je vous remercie de votre attention et j'espère que cette première lecture, première partie des secrets de l'eau vous a plu. Et je vous donne naturellement rendez-vous pour la lecture de mon grimoire où il sera question de la deuxième partie des secrets de l'eau. Donc, à la prochaine!